Pas évident de passer après ça. Alors, bonsoir à tous. J'ai l'honneur et le grand privilège d'être le dernier talk de ce TEDx. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'un grand homme disait « le meilleur pour la fin ». Je n'y ai jamais cru. Donc, je m'appelle Grégoire et j'ai un métier un peu particulier, qui fait que mon père ou ma copine ou mes beaux-parents ont du mal à expliquer aux autres et que c'est un peu gênant. En fait, mon métier, c'est hacker professionnel. Vous imaginez une plaque où c'est écrit « pirate informatique » à la place d'avocat ou médecin? Une pensée pour mon père qui m'a payé des études. Mais en fait, j'aimerais bien qu'on reparte de ce qu'est un vrai hacker. D'un point de vue purement sémantique, il y a une mauvaise traduction au départ. En fait, un hacker, c'est avant tout, et désolé de vous décevoir pour les plus talentueux et les plus beaux d'entre vous, vous êtes dans le noir, c'est facile de dire ça, c'est avant tout un bidouilleur. En fait, on n'est pas des pirates informatiques, le pirate informatique c'est le cracker, ce qui est un autre mot en anglais. On est des bidouilleurs, c'est-à-dire que là où une personne normale sera sur une belle route goudronnée, en train de marcher dans la foule, à pas réduit, le hacker, lui, court dans la forêt avec sa machette. Parfois ça va plus vite, parfois non. Surtout quand vous n'avez pas de carte. Et ce qui se passe, c'est que ce hacker, il peut résider en chacun d'entre nous. Là où une personne normale ne va voir qu'une opportunité, qu'une tristesse dans un élément, dans un décès, le hacker lui va voir une opportunité, une résilience. Là où une personne normale ne va voir qu'un acte banal, aller à la selle, le hacker lui va voir qu'avec cet acte banal, on peut changer les choses, on peut aller mieux. Mais alors, vous allez me dire, ça a l'air génial d'être un hacker, mais comment devient-on hacker? Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut seulement 4 étapes. Est-ce que vous voyez la vidéo où vous pouvez gagner 3 000 € facilement en suivant ma méthode? Vous savez, la pop-up sur les sites pornographiques. Je dis ça, j'ai jamais regardé de site pornographique, j'ai eu des informations, on a tous un collègue qui peut nous raconter. Vous voulez devenir ce hacker, écrit comme ça en blanc, sur une diapositive noire, avec une police bien particulière, combat, le nom de la police. Tout est dans le détail. La première chose à faire, c'est de prendre conscience des règles. Si vous n'avez pas conscience des règles, vous n'avez aucun moyen de les contourner. Et pour cela, il faut revenir sur un point particulier, c'est comment naissent les règles. Prenons un petit garçon, comme j'en ai beaucoup rencontré, ils ne sont pas tous comme lui, mais il y en a quand même beaucoup. On va l'appeler Cédric. Pourquoi? Parce que personne dans mon entourage proche ne s'appelle Cédric. Le choix des prénoms est stratégique, on y reviendra tout à l'heure. Donc la conscience. Cédric, le problème qu'il a, c'est que quand il est petit, il pose des questions. Il dit « Papa, pourquoi je ne peux pas sauter dans la flaque d'eau ?» Visualisez votre enfant, bien habillé, avec ses baskets blanches, que vous avez achetées en solde, à la Halo Chaussures, ceci est un placement de produit, sauter dans une flaque. Et il vous dit « Mais pourquoi je dois rentrer à 21h quand vous parlez le soir ?» Mais parce qu'il vous fait chier en fait. Mais vous savez, quand vous avez des discussions entre adultes et que l'enfant pense qu'il peut apporter quelque chose au débat. Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai cru ça encore, et je le crois encore aujourd'hui, c'est problématique. En ce qui me concerne, ça ne n'est jamais arrêté. Il demande toujours pourquoi. Et petit à petit, il arrête de demander pourquoi. Il se met à assimiler les règles. Il pense que travailler tard, c'est normal. Il pense qu'il faut bien travailler à l'école. Toutes ces règles qu'il finit par assimiler par ne même plus voir. Eh bien, je vais vous conter l'histoire du petit Grégoire. Et là, vous comprenez que le nom du petit garçon n'a peut-être pas été choisi au hasard. Souvenez-vous, je m'appelle aussi Grégoire. Il y a sans doute quelque chose à jouer ici. Intéressant, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a dit, Grégoire enlève cette blague, ça passera pas. Je dis au pire, je ferai celle-là après, peut-être que ça passera, mais elle passe pas non plus. J'ai pas dit donc, on continue. Donc, petit Grégoire aussi demande pourquoi, mais il continue un peu plus tard. Et vous voyez, lui, quand il arrive au lycée, au collège, peut-être un petit peu avant, au collège, il ne comprend, il ne voit pas les règles, il ne les assimile pas. Là où le petit Cédric les assimilait progressivement et finissait par le faire partie de son quotidien, le petit Grégoire, lui, ne les assimile pas. Ce qui fait que la première fois qu'il drague une fille, et ma copine me regarde, mais il y en a une avant toi, je te promets, mais on n'a rien fait.
Les beaux-parents qui regardent avec elle, du coup, c'est vachement délicat. On voulait se marier, on n'est pas encore... Bref, passons. On enchaîne. Grégoire, t'as que 10 minutes, hein. Promis, j'irai plus vite sur la fin. Du coup, ce qui se passe, c'est que lui, le petit Grégoire, où les autres assimilent les règles, lui, il ne les assimile pas. Ce qui fait qu'il va se prendre des murs. Quand il va essayer de draguer une fille, il va lui envoyer 10, 15 textos, parce qu'il se dit, elle ne répond pas, c'est qu'elle n'a pas eu mon message. Du coup, il lui envoie des textos, puis il la rappelle, puis il va la voir, lui dit, t'as pas vu mes 12 textos et mes 4 appels, c'est bizarre. Je pense que tu vas devoir avoir un problème avec ton forfait, ou c'est ta mère qui t'a confisqué ton téléphone. Cette scène s'est vraiment passée. Ultra malaisant. Rien que d'y repenser, ça me fait une petite douleur. Ça veut dire la thérapie Stedix. Donc, je disais, on est parti pour un bon 15 minutes. Je vais plus vite. Ils m'ont dit, Grégoire, va vite. Et là, il parle, on n'est pas bien. Donc, il n'assimile pas les règles, ce qui fait qu'il les a dans la douleur. Il les ressent au plus profond de lui-même. Ce qui fait que toutes ces règles, il les matérialise de façon très précise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il peut aider les gens à matérialiser ces règles. Mais alors vous, comment est-ce que vous faites pour prendre conscience de ces règles ? Eh bien, il y a 2 moyens principaux. Le premier moyen, c'est de vous confronter, comme on disait tout à l'heure, à d'autres cultures. Parce que les autres cultures n'ont pas les mêmes règles. Allez essayer de draguer aux États-Unis, ce que je n'ai jamais fait parce que je ne parle pas anglais. Mais essayez de faire ça, vous verrez que les méthodes sont complètement différentes. Essayez de sortir de votre cercle. Vous êtes à Grenoble, vous devez aller faire des footings tous les soirs dans la montagne. C'est comme ça. Vous êtes à Paris, vous devez travailler tous les soirs jusqu'à 22h et faire un brunch le dimanche. C'est comme ça. Faites rencontrer un Grenoblois et un Parisien à Lyon, il se passe des trucs de fou. Et moi, je vous conseille, pour prendre conscience des règles, de sortir de cette zone et d'aller voir des gens qui, culturellement, sont différents de vous. Et la deuxième chose, c'est plus difficile, c'est d'écouter l'enfant qui est en chacun de nous. Cet enfant qui vous dit pourquoi. De l'écouter. La deuxième étape, il y a 4 étapes, il va falloir que j'aille plus vite, c'est comprendre l'essence de la règle, le fondement de la règle. Pourquoi est-ce que cette règle existe ? Et ça, c'est absolument primordial pour pouvoir la contourner. Je vous prends un exemple. Il faut bien travailler à l'école. Pourquoi est-ce qu'il faut bien travailler ? En fait, il faut bien travailler pour avoir une bonne note. Ça ne sert à rien de bien travailler. Si vous travaillez bien et que vous n'avez pas des bonnes notes, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, il faut bien travailler pour avoir une bonne note. On pourra aller plus loin tout à l'heure, mais voilà, entre la 16e et la 18e minute. Il faut bien travailler. Mais en fait, pour avoir une bonne note, il y a une autre méthode. En fait, vous travaillez bien pour faire croire que vous maîtrisez votre sujet, comme le talk d'avant qui était parfaitement maîtrisé. Ça, c'était pas moi à l'école, typiquement. Et ensuite, vous rendez une copie qui vous permet d'avoir une bonne note. Mais vous pouvez aussi faire autre chose, c'est faire croire que vous maîtrisez bien votre sujet. Vous enlevez la case « bien travailler » et vous faites croire que vous maîtrisez votre sujet. C'est ce que j'ai fait en anglais, pour le bac d'anglais, où j'ai une note beaucoup trop élevée pour mon niveau, où j'ai appris bêtement des phrases et des mots de vocabulaire, très peu, en quelques jours, quelques soirées, et où je les ai toutes recalées pour faire voir que je maîtrisais parfaitement la grammaire et le vocabulaire. Ce qui fait que j'ai une excellente note et que j'ai un niveau d'anglais qui est aujourd'hui totalement déplorable. Comme je disais tout à l'heure. La troisième chose, c'est l'impact. Quel va être l'impact du fait de contourner cette règle sur votre vie ? Vous devez faire peser le pour et le contre. Un autre exemple, à 20 ans, je me suis dit, je veux devenir entrepreneur, comme mon papa. Une originalité sans faille. Vous voyez, le hacker qui sommeille en moi. Hein. Ceci est une psychothérapie, c'est... Rigolez un peu, s'il vous plaît. Merci. C'est un moment difficile. Surtout qu'il est présent dans la pièce. Salut papa. Eh bien, quand vous voulez devenir entrepreneur, vous dites les études ne servent à rien, parce que si on fait des études, et ce qu'on disait tout à l'heure, on travaille bien pour avoir de bonnes notes, pour avoir un beau diplôme, pour avoir un travail. Mais si vous sortez complètement du cadre, vous vous dites en fait, peut-être que je n'ai pas besoin de faire des études pour devenir entrepreneur. Je peux me lancer à la Steve Jobs, à la Bill Gates. Bon, après les mecs ont arrêté à la dernière année de Harvard, certains, donc c'est sûr que ça aide quand même, hein, ils ont quand même fait des trucs avant, mais on va oublier ce stade-là. Vous vous dites, je peux arrêter mes études. Et là, vous vous dites, bénéfice-risque. Bénéfice, impact sur votre vie, vous allez peut-être gagner 5 ans. Risque, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Jamais. Quand vous avez du mal à tenir sur une chaise, vous savez que si vous arrêtez 1 an, 2 ans, vous ne pourrez jamais revenir à l'école et peut-être que toute votre vie, on va vous reprocher de ne pas avoir fait d'études. Il y a des gens qui osent se lancer, moi je n'ai pas osé, clairement. J'ai décidé que cet impact était trop négatif et j'ai fini mes études. De droit, comme j'aime bien la règle. La dernière chose, c'est l'audace. L'audace,
c'est ce qui fait que vous allez vraiment réveiller le hacker qui sommeille en vous, que cette personne va sortir. Je vous prends l'exemple. Vous avez un projet entrepreneurial, vous voulez changer les choses, mais il vous faut 1 million d'euros, 2 millions d'euros, ou peut-être 2, 3, 4 ans de travail avant de lancer votre projet. Il y a des moyens de hacker le système. Par exemple, vous pouvez faire comme si votre offre existait, la mettre sur un site internet, mettre des faux témoignages, de la fausse presse, faire comme si le produit existait, envoyer du trafic dessus, c'est ce que je fais tous les jours. Hein. Il y en a qui sont experts en trou noir, moi je suis expert en Facebook. C'est un tout petit peu moins classe, mais on s'en sort. Et ce que vous pouvez faire, c'est que ce trafic-là, vous pouvez analyser si oui ou non les personnes sont intéressées par votre produit. Et si les personnes sont intéressées, vous pouvez y aller. Ce qui veut dire que n'importe quelle personne ici qui a un projet, qu'il faille 1 an, 2 ans, 3 ans de travail, qu'il fasse plusieurs dizaines de milliers d'euros, il n'a aucune excuse pour ne pas se lancer, pour ne pas tester. Il n'a aucune raison de rester assis sur sa chaise. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucun risque. Il y a juste 2, 3, 4, 10 jours de perdu dans votre vie. C'est rien. Eh bien ça, malgré qu'on l'enseigne, qu'on le dise à des entrepreneurs, ils n'ont pas l'audace d'aller au bout. Ils restent à dire « oui, mais non ». Ils sont amoureux de leur idée, ils sont amoureux de leur projet. En fait, ils n'ont pas envie de sortir de leur zone, ils n'ont pas envie de se rendre compte que leur projet n'a pas de valeur. Alors toute leur vie, ils diront « oui, mais moi j'ai eu l'idée de Facebook en même temps que Facebook. Oui, mais moi j'ai eu telle idée. Oui, mais moi depuis 10 ans je veux faire ça. » Faites-le. C'est de l'audace qu'il vous faut, du culot. Et pour finir, j'aimerais bien prendre l'exemple de ce magnifique tapis. Quand je suis arrivé, on m'a dit, magnifique, hein, vous ne le voyez pas très bien, mais d'un rouge totalement qualitatif. On m'a dit, Grégoire, il faut rester sur le tapis. Ouais. Ok, j'ai compris, j'ai pas le droit de sortir. Conscience du hacker, l'enfant en moi a dit, pourquoi? Étape numéro 2. L'essence de la règle. Si vous sortez de ce tapis, vous sortez des caméras. Du coup, vous ne pouvez ne pas être sur YouTube. Impact. Terrible, hein? Non, parce qu'à mon avis, cette vidéo, 250-300 vues minimum. Si vous sortez du tapis, vous êtes hors des cadres. Impact. Vous pouvez ne pas être sur YouTube. Impact positif, vous pouvez marquer les esprits. Qu'est-ce que vous dit le hacker? Le hacker vous dit, au lieu de manger des insectes à la pause, allez voir la régie. Et la régie m'a dit, mais comment est-ce que je saurais que je dois faire un plan large pour pas que tu sortes de la vidéo? Je lui ai dit, mais j'en parlerai. Et donc là, je dis à la régie, active le plan numéro 3. Et on en arrive à la dernière étape, mesdames et messieurs, l'étape qui fait que vous pourrez devenir un hacker de votre vie, de l'audace. De l'audace.